On va passer avant la pause et les questions à l'intervention de notre collègue Morgane Mesurier, qui travaille ici alors, pour la partie archives sur les archives contemporaines de l'éducation et pour la partie éducative et pédagogique pour le service éducatif. Et Morgane va nous présenter donc, comment, ici aux archives de la Somme, on sensibilise les jeunes générations aux archives judiciaires. Alors, bonjour à tous. Il y a environ 2 semaines, on m'a demandé de faire une présentation d'une de nos œuvres pédagogiques aux archives. C'est un atelier assez particulier puisqu'il a été créé il y a quelques années par Jean-Christophe Momal, notre professeur aux archives départementales. Et donc, je vais présenter cet atelier-là. Ça ne va pas durer très très longtemps, pour à peine 10 minutes, puisque après il y a la pause. Mais voilà, c'était intéressant quand même de montrer qu'on peut valoriser ce genre de document. Alors je vais m'asseoir parce que je tremble un peu. Donc en fait, tout simplement, le service éducatif des archives permet aux enseignants de tout niveau et de tous horizons de venir s'approprier les documents d'archives avec leurs élèves. Ça, le service éducatif, voilà, c'est la mission principale, afin de compléter ou d'approfondir les notions de cours, une leçon, ou pour élaborer un projet plus ou moins long. Ils ont la possibilité de nous contacter afin de constituer des activités pédagogiques sur un thème préexistant. Donc ça, c'est nos ateliers clés en main, donc sur notre site internet, ou sur le thème qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est nos ateliers à la demande. Et donc cet atelier-là, c'est vraiment un atelier à la demande d'un enseignant. Donc en 2015, dans le cadre d'un cours de méthode et pratique scientifique, enseignement d'exploration au programme de seconde entre 2010 et 2019, un enseignant du lycée de la Sainte-Famille a souhaité montrer l'évolution des techniques scientifiques médico-légales à ses élèves. Afin de coller au thème 3 de ce cours d'exploration, intitulé Sciences et investigations policières, l'exploration des archives judiciaires était donc nécessaire. Voilà, ça c'était. Je me suis un petit peu trompé de diapo, donc ça c'était avant, et voilà, la demande elle est chaud. Pardon, je suis habitué. Comment je respire. Ouais, pardon, excusez-moi. C'est ma troisième. Bon, c'est pas très grave. C'est ma problématique en fait. Là, je vais vous présenter un petit peu ma problématique en fait. Comment faire découvrir les archives judiciaires aux jeunes générations. Comment valorise-t-on donc les sources judiciaires? J'ai choisi 2 axes principaux, donc la construction de l'atelier pédagogique, comment on construit un atelier aux archives, et bien entendu le contenu pédagogique de l'atelier. Donc la construction de l'atelier. Alors, la construction d'un atelier aux archives, on ne le fait pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'on veut créer un atelier aux archives. C'est notamment la première question qui se pose, notamment avec des dossiers judiciaires, c'est la communicabilité des documents. Donc des documents judiciaires, le service éducatif ne fait pas exception non plus. Tous les documents qu'il communique doivent être librement communicables. Les dossiers de procédure judiciaire ont un délai de communicabilité de 75 ans ou 100 ans s'il s'agit de mineurs. Donc, tous les documents qui sont présentés dans cet atelier sont consultables, les délais extrêmes allant de 1901 à 1906. Aussi, le service éducatif fait également attention à l'état matériel des documents. Donc, tous les documents choisis pour un atelier doivent être vérifiés au préalable par la direction avant d'être présentés. Des documents de la série 2U relatifs à la cour d'appel d'Amiens, tribunal de Doulan, présentant toutefois des pochettes particulièrement bien abîmées. Enfin, là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc le choix
est assez cornélien de temps en temps, mais grâce à la conservation préventive et au papier neutre des archives, on peut quand même montrer le document, et ce document est un document qui est quand même manipulé par les élèves, mais avec beaucoup plus de précautions que d'habitude. Donc il y a aussi également la sensibilité du jeune public, la question de la sensibilité des dossiers judiciaires. En fait, il faut rappeler quand même que dès le départ, en fait, l'atelier est conçu pour des élèves de seconde, âgés entre 14 et 16 ans. Et donc leur sensibilité est prise en compte dans le choix des documents. Les dossiers de procédure comportent beaucoup de documents, notamment des procès-verbaux, des rapports d'expertise médico-légale, des plans de scène de crime, des actes d'accusation, des plans et reconstitutions de faits, et des photographies parfois très crues. Donc choisir les dossiers à présenter, à demander un travail de prospection des dossiers, donc, et les crimes trop violents, les dossiers comportant des photos ou descriptions violentes ont donc été écartés, forcément. Donc il fallait trouver des dossiers à la fois intéressants pédagogiquement, différents les uns des autres, pour ne pas que l'atelier soit monocorde, et entrer dans le thème de l'évolution de la science comme nouvel outil à la résolution d'enquête. Donc c'était le thème choisi par l'enseignant. Pour coller aux trois axes du cours de MPS, donc méthode et pratique scientifique, il y a trois axes: c'est se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets interdisciplinaires avec un S, excusez-moi, comprendre l'apport et la place des sciences dans les grandes questions de société, et découvrir certains métiers et formations scientifiques. Donc, une dizaine de dossiers de procédure ont donc été choisis afin de coller à ces trois axes. Les élèves, par équipe de 2 à 4 ou 5, ont pour objectif de trouver les informations permettant de trouver le nom du ou des accusés, le type de crime, la peine de l'inculpé, le nom des victimes, et surtout de trouver dans le rapport médico-légal comment la science a aidé les enquêteurs à résoudre les affaires. Et un questionnaire leur est donc distribué. Donc le voici, il a été un peu rénové ces derniers jours. Donc du coup, en fait, on voit donc, la première page avec les enquêteurs. Donc, les élèves sont mis à la place, en fait, un peu comme des enquêteurs, et donc ils doivent répondre à des questions donc, sur les renseignements sur l'accusé, l'accusation, donc avec certains documents. Pardon. C'est pas ça. Et donc des documents comme le rapport médico-légal, donc avec des questions voilà, sur le texte. Donc moi j'ai choisi de travailler aujourd'hui sur un dossier en particulier, c'est le dossier de l'affaire Détré, donc du 26 octobre 1903, c'est 2U 1750 la cote, et donc du coup Charles Détré, donc c'est une affaire particulièrement violente, puisque Détré, Charles de son prénom, 40 ans, manœuvrier, est accusé d'homicide volontaire, incendie volontaire et vol sur le couple de personnes âgées, Pierre et Marie Mascret. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité, une peine très lourde. Pour arriver à cette conclusion, les élèves sont amenés à explorer les documents et à enquêter. Parce qu'en fait, ils savent déjà qui est l'inculpé. Donc du coup, le but de l'exercice, c'est vraiment d'aller savoir pourquoi c'est lui. Donc, tout d'abord, grâce au rapport médico-légal, donc vous voyez quelques extraits, c'est très petit, j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse lire quand même, mais c'est pas... Et je vais lire certains extraits. Donc dans celui-ci, le docteur en médecine, médecin en chef et directeur de l'asile départemental, la Linné de la Somme, s'intéresse aux antécédents héréditaires, collatéraux et à la descendance de la victime. Il se pose la question de savoir si les parents, frères et sœurs et enfants de l'accusé présentent des troubles nerveux, des anomalies nerveuses ou physiques. Il n'en relève pas chez ses parents, frères et sœurs, sauf chez sa dernière fille,
qui présente selon lui un terrain préparé pour la névropathie. Cette névropathie serait due a priori à l'alcoolisme de son père. Donc, voilà. L'examen physique fait par ce même docteur décrit M. Détrait comme ayant un regard sans expression, une physionomie et attitude générale d'un homme peu intelligent à réaction physique et psychique très lente. Il ne présente pas non plus d'asymétrie notable, ni de déformation du tronc, des membres et du crâne, aucun signe de dégénérescence du côté de la bouche, des oreilles et des yeux, qui aurait pu expliquer son geste. Et il conclut son rapport en expliquant que l'accusé n'est pas un aliéné, délirant et qu'il ne l'a pas été par le passé. Mais il présente deux tares intellectuelles. Une tare de naissance qui se manifeste par un certain degré de débilité mentale, et une tare acquise d'origine alcoolique ayant entraîné un affaiblissement progressif de ses facultés. Donc, ensuite, dans le questionnaire, les élèves doivent étudier une photographie qui est présente dans le dossier, donc la photographie des traits, avec des renseignements physiques de la personne. En fait, il s'agit de la photo de l'accusé qui a été diffusée dans le but d'identifier des témoins pour déterminer les lieux de passage de l'accusé. Elle a été diffusée dans les commerces et fermes de plusieurs cantons voisins des victimes et fréquentée par M. Détrait. Donc voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, le questionnaire fait en sorte que les élèves arrivent à cette conclusion-là, donc à se trouver ces éléments. Donc il y a aussi des plans. Donc pour le premier, c'est un plan de Driancourt, de la commune de Driancourt. Et en fait, il permet de situer le lieu du crime, ainsi que la proximité de l'accusé avec la maison des victimes. Donc ils étaient voisins. En fait, on le voit un petit peu en fait sur le plan, le premier plan. En fait, il y a la maison en bas des victimes et en haut, en fait, on a la maison de l'accusé. Donc ils n'étaient pas très loin les uns des autres. Et donc du coup, en fait, on voit aussi les déplacements en rose entre les deux. C'est les déplacements de M. Détrait. Et donc du coup, le deuxième plan, qui est celui d'à côté, est celui de la demeure des Mascret, et notamment les chambres incendiées par l'accusé. Il est à noter le dessin du lit de Mme Mascret. Alors, je l'ai mis en plus grand. Après incendie qui ne semble guère donner d'autres indications, à part que c'est le lit incendié de Mme Mascret. A priori, c'est un dessin qui était montré lors de l'audience et qui aurait peut-être permis de rendre un petit peu sensible les jurés. J'imagine, mais en fait, c'est pas écrit dans le dossier. C'est très beau. Donc voilà. Et ensuite, le rapport d'autopsie. Donc les deux victimes, les élèves sont amenés à trouver les causes de la mort et comment l'expert est parvenu à ses conclusions. Donc les époux Mascret auraient donc eu tous les deux le crâne fracassé et auraient ensuite été couchés dans leur lit. Le crime est volontaire, l'accusé ayant également tenté de dissimuler le crime en mettant le feu à la maison. Et après avoir tué donc les Mascret, il aurait également utilisé des objets de valeur, etc. Donc, en conclusion, c'est pour ça que, en fait, outre la découverte d'un nouveau lieu, donc les archives, l'exercice permet d'explorer à la fois une enquête de justice à partir de découvertes de documents à la fois anciens et complètement nouveaux, et permet d'appréhender différentes typologies de documents. Donc les rapports d'expertise, procès-verbaux, témoignages, actes d'accusation, plans, photographies, afin d'arriver à trouver les mêmes éléments qui ont permis aux enquêteurs de mettre en accusation M. Détrait. Il permet aussi de comprendre les rouages d'une enquête judiciaire, donc le vocabulaire utilisé, les témoignages des experts et des témoins, toutes ces preuves comme étant les pièces d'un puzzle macabre à découvrir. Outre cela, l'atelier permet d'observer les mentalités de l'époque, la manière dont le docteur décrit l'accusé avec l'emploi de la physiognomonie par exemple, et voilà. Donc aujourd'hui, en fait, la section n'existe plus. La section MPS, méthode pratique scientifique, n'existe plus au programme de seconde depuis 2019. Depuis 2019, en fait, on a très peu de demandes de cet atelier-là. Mais en fait,
en révisant un petit peu le questionnaire et la fiche en ligne, en fait, et en allant voir les programmes, en fait, il y a plusieurs thèmes de programmes d'aujourd'hui qui pourraient convenir aux enseignants, donc, notamment en français, dans le thème vivre en société et participer à la société, ou encore en seconde et enseignement moral et civique dans le thème des libertés pour la liberté, ou garantir les libertés, étendre la liberté, et les libertés en débat. Donc il y a plusieurs en fait enseignements qui pourraient, enseignants qui pourraient venir aux archives pour venir faire cet atelier. Donc, voilà. Merci Morgane pour cette présentation justement de voilà, comment on peut aussi sensibiliser le jeune public aux archives judiciaires. On va passer aux questions, s'il y a des questions sur cette première partie d'après-midi. Moi j'ai une question sur la censure, parce qu'en fait ce qu'a dit Morgane sur le fait de censurer dans l'atelier les crimes les plus sanglants, si j'ai bien compris, de votre côté aussi, en fait, dans la mise en ligne, il y a aussi cette censure. Sur les visuels. Oui. Alors, sur des visuels que l'on met quand même en ligne, il y a un avertissement. On dit attention au public sensible, il ne faut pas que l'image peut heurter les publics sensibles, sans préciser les sens publics, évidemment. Mais pour vraiment les plus enfin, celles qui me paraissent les plus affreuses, des corps violentés ou démembrés, etc., ça, on ne met pas en ligne. Donc oui, on assume totalement le fait qu'on exerce entre guillemets une censure, parce qu'en fait, tout simplement, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et donc dès lors qu'il y a une liberté de diffusion totale, nous, on veut garder en quelque part, en partie, le contrôle, même si c'est illusoire, de ce que l'on diffuse. Et on ne veut pas abonder dans leur sens de déviation, de récupérer comme les photos peuvent être très facilement reprises sur Internet, reprises, dévoyées, etc. Donc on ne le fait pas. Par contre, si on a des chercheurs qui s'adressent à nous, là, on peut leur transmettre par d'autres modalités. On a longtemps pensé avoir une sorte d'intranet, en fait. On ne l'a pas encore pour l'instant, mais ce serait l'idée, peut-être. Il y a un site grand public, et puis que pour certains fonds vraiment sensibles, on puisse donner un accès à la demande. Mais bon, pour l'instant, on l'a géré plutôt en direct. Moi j'ai une question aussi concernant, vous avez présenté, sur le site, on peut visiter virtuellement, une prison occupée. J'imagine que les démarches administratives, judiciaires doivent être très compliquées, parce qu'avec Élise, nous sommes allés à la maison d'arrêt d'Amiens pour voir si on pouvait faire de l'action culturelle avec les détenus. C'était juste une visite avec un responsable. Quand on voit les démarches qu'il nous a fallu faire pour accéder, donc ça c'était ma première question. J'imagine que ça va être très compliqué. Et l'autre, c'est pas une question, c'est une remarque. Vous avez fait référence au bruit des prisons. Et personnellement, quand j'y suis allé, c'était la première fois que j'entrais dans ce genre d'établissement. J'ai trouvé ça très bruyant, très déstabilisant. Et je l'ai dit en fait à la personne qui nous a reçus. Et c'était l'heure du déjeuner, et elle m'a répondu « Non, là c'est très calme parce que c'est l'heure du déjeuner ». Et moi je trouvais que c'était très bruyant et insoutenable. Et ça, quand vous avez assisté là-dessus tout à l'heure, mon vécu par rapport à ce bruit en fait des prisons. Oui, alors pour répondre à la question, en fait, nous on a la chance d'avoir une double tutelle sur notre laboratoire, donc d'abord le CNRS pour la partie recherche, et ensuite le ministère de la Justice. Et c'est parce qu'on a des liens avec le ministère de la Justice et plus particulièrement avec l'administration pénitentiaire que les démarches nous sont, disons, relativement facilitées. Mais ça a été quand même un long apprivoisement de chaque côté. C'est le résultat de plus de 10 années de coopération pour que l'administration pénitentiaire comprenne tout à coup, et maintenant elle a compris, et on a un vrai renversement de perspective, que ce qu'on faisait pouvait être aussi utile au personnel, notamment au personnel qui veut la prison fermée, parce que nous ne filmons que dans des établissements qui vont fermer. Et nous ne publions en ligne que des établissements qui ont effectivement fermé sous la configuration qu'ils ont. Donc il y a une corrélation de confiance, et puis aussi le fait qu'on a un collègue qui travaille à l'administration pénitentiaire avec nous. Et voilà, donc ça, je pense que tout le monde ne peut pas faire ce que l'on fait.
parce que c'est très long à mettre en place. Il y a des questions de sécurité tout simplement. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au tout début, ça a été extrêmement compliqué. Ouais. Et alors, donc, enfin, vous êtes, est-ce que c'est systématique? Est-ce que dès qu'il y a une prison, enfin, un établissement qui ferme, pour, moi je pense à Beauvais, par exemple, la maison d'arrêt a fermé il y a quelques années, ils ont construit une nouvelle maison d'arrêt. L'ancienne maison d'arrêt, qui était quasiment au centre-ville, existe toujours, elle est maintenant désaffectée, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais est-ce que vous avez pu aller, par exemple, filmer avant sa fermeture? Non, dans les prisons qu'on a filmées, qu'on a entre guillemets dans les tiroirs, dont on attend la fermeture, finalement, il y a la maison d'arrêt de Caen, il y a Clairvaux, il y a Mulhouse, Colmar. Là, je crois qu'Hervé est en train de monter Colmar ou Mulhouse, justement. Et après, je crois qu'il y aura peut-être 3, Angers. Et puis peut-être qu'après, on va arrêter aussi, parce qu'on n'a pas vocation non plus à filmer tous les établissements qui ferment. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des échantillons. Et les échantillons les plus intéressants, c'était justement cette maison d'arrêt de centre-ville, qui correspondent à un moment de l'histoire pénitentiaire du Second Empire, où, avec les circulaires Passigny 1853, on ouvre des établissements souvent liés, comme on l'a montré dans la communication précédente, au palais de justice, reliés par un souterrain ou séparés seulement par une rue. Et ça, c'est un mode d'urbanisation du judiciaire qui est clos. On ne vit plus du tout ça. Donc, on a cherché à en avoir quelques-unes.